Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour cette deuxième journée des rencontres numériques de la participation citoyenne, qui est aussi la cinquième du coup de la semaine après les 3 jours en présentiel. On avait plus de 1000 personnes, enfin on avait environ 1000 personnes à Toulouse et on avait 700 inscrits pour les rencontres numériques. Donc on est très heureux que vous soyez là. Euh, Et du coup, là, vous êtes là pour l'atelier organisé par la métropole de Rennes qui a eu la sympathie de venir animer cet atelier sur, sur la mise en récit et le plan climat, donc comment faciliter l'acceptabilité des mesures contraignantes. Et je vais tout de suite leur laisser la parole pour présenter cet atelier. Voilà, bon atelier à tous. Merci. Du coup, c'est Rennes Métropole avec Scopic, du coup, qui est donc Maxime de Scopic, qui nous accompagne sur la concertation plan climat. Donc, on va faire cette présentation à deux voix et Maxime va partager la présentation. Je lui mets la pression un petit peu dès le début pour. Et donc, hop, effectivement, on est en période de révision du plan climat et on a souhaité être accompagné sur le volet concertation pour mener une concertation plutôt ambitieuse. On va déjà peut-être se présenter. Donc, moi, je suis Camille Jamet, je travaille au sein du service participation citoyenne et notamment sur le lien participation et transition écologique. On a un projet de mandat qui est la Fabrique citoyenne du climat. Et donc, sur cette concertation plan climat, je travaille en copilotage avec le service transition écologique et énergétique qui écrit en fait le plan climat, mais on les accompagne sur la stratégie de concertation et puis sur le suivi de cette concertation. Mais en interne, on n'a pas forcément énormément de moyens, donc on a lancé un marché public et on a retenu Scopic et je vais laisser du coup Maxime présenter Scopic et se présenter lui. Merci. Juste avant de ça, vous voyez bien mon écran? Je suis sur la Oui, bonne slide. Ok. t'es pas sur la slide présentation, enfin c'est juste sur la salle d'accueil. Je sais pas si Ah, ça ok. avait bougé ou pas. Euh, Là, c'est sur la 3, voilà. Ok. Mais du coup, si je me mets en plein écran, vous voyez mon plein écran ou vous voyez toujours. Non, Ah ouais. Euh, ouais, ouais, ça Pas change très pas grave. forcément à Ok. grand-chose. Ouais. Ok. Bon. Enchanté, effectivement, Maxime Sourdin, je fais partie de l'agence Scopic dans son pôle concertation. Scopic, on est basé à Nantes, on est fondé en Scope depuis 2004, on va célébrer nos 20 ans au mois de septembre prochain. L'équipe du pôle concertation, on est composé de 6 personnes. Et donc, depuis 3 ans, notre équipe a pris le parti de se former de manière beaucoup plus forte aux enjeux climatiques, avec entre autres deux profils qui ont un peu cette spécificité. Une collègue et moi, puisque avant de travailler chez Scopic, j'ai eu un parcours en collectivité aussi. J'ai travaillé 6 ans pour la métropole de Nantes à l'animation d'un dispositif de concertation métropolitain sur la transition énergétique. Ok. Merci. Du coup, on va vous présenter un peu la démarche autour du plan climat. On a eu l'angle qui était choisi à la fois par nos élus et par du coup, la direction. On voulait travailler sur le plan climat autour de la mise en récit. Donc, c'est quelque chose dont on entend pas mal parler en ce moment, mais c'était vraiment dans l'objectif de faciliter l'acceptabilité de mesures qui seraient contraignantes. On voit bien que sur le plan climat actuel, où il y a eu très peu enfin, il n'a pas fait l'objet d'une concertation,
on n'atteint pas les objectifs qui étaient envisagés dans la trajectoire. Donc, on se dit que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir aller plus loin et donc peut-être effectivement de mettre en place des mesures contraignantes, mais c'était ne pas forcément passer juste par la réglementation comme ça qui peut être vécue difficilement. Et c'est de se dire comment est-ce que, du coup, en changeant un petit peu d'angle, on réussit à faciliter cette acceptabilité. Du coup, pour vous donner peut-être le cadre qui a été posé et la commande politique, on est dans un mandat où la participation citoyenne est une des politiques publiques majeures, avec une forte ambition d'aller beaucoup plus loin dans le travail avec les habitants, à la fois sur les politiques publiques et sur les projets. On a construit une charte métropolitaine de la participation citoyenne qui a été votée en 2022 et qui a été construite avec des habitants, une convention citoyenne issue des 43 communes de la métropole. Il y avait vraiment un choix d'avoir au moins un habitant de chaque commune. Ils sont partis d'une plage blanche, ils ont écrit cette charte et un des principes de cette charte, c'est de co-construire davantage les projets. Donc là, on n'est pas sur une co-construction du plan climat, mais par contre, on est sur un souhait d'aller quand même au-delà des exigences réglementaires que peut entraîner l'écriture d'un plan climat, ce qui est soumis au Code de l'environnement. Et du coup, c'est d'aller sur une concertation la plus en amont possible, mais aussi d'aller sur des objectifs un peu plus de mobilisation des habitants sur la période d'élaboration pour aussi permettre ensuite une mise en œuvre du plan climat qui soit déjà un petit peu amorcée au moment de son écriture. Donc, on a plusieurs étapes. Donc, cette mobilisation un peu sur toute la période d'élaboration avec de la communication, avec pas mal de choses aussi qui se font à côté dans le cadre de la Fabrique citoyenne du climat. Et sur le plan climat en lui-même, une phase de concertation du coup plutôt resserrée autour d'un panel d'habitants. Donc ça, c'était la commande que l'on a faite dans le marché public. Ensuite, une deuxième phase de concertation plutôt grand public. On parle de concertation élargie, qui là va valoir concertation préalable, donc concertation réglementaire. Et ensuite, on a cette obligation d'avoir la consultation réglementaire après l'appel du projet. Et c'est vraiment pas cette consultation qu'on va vraiment travailler. On a travaillé vraiment sur plutôt cette phase amont. Et là, l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter plutôt la phase de concertation resserrée qui vient de se terminer tout dernièrement. Pour vous donner un tout petit peu le cadre posé dans la concertation, ce qu'on avait inscrit dans le marché, c'était donc de travailler donc à la fois sur ce côté plan climat, on est vraiment sur la réduction des gaz à effet de serre, mais d'aller un peu plus loin et d'avoir cette dimension sociale et se dire qu'on veut travailler sur une transition écologique qui est socialement juste. Car on voit bien sur ces questions climatiques que ceux qui contribuent le plus au changement climatique, qui sont les plus émetteurs, ce sont ceux aussi qui en subissent le moins les effets. Et du coup, c'est de pouvoir vraiment travailler autour de la juste contribution. Comment est-ce qu'on demande à ceux qui émettent le plus de faire plus d'efforts et à ceux qui émettent le moins mais qui sont du coup souvent plus vulnérables. On leur explique aussi qu'on ne va pas leur demander non plus trop d'efforts. Enfin voilà, donc c'est pouvoir contribuer à la hauteur de ses responsabilités. Et pour cela, on a vraiment souhaité cibler des publics qui étaient plus éloignés des dispositifs habituels de concertation. On va vous les détailler un petit peu plus tard. Mais donc, dans le travail, on avait ciblé des publics et pour justement les faire dialoguer, et notamment des publics à la fois peut-être plus précaires et des publics plus riches, dans ce côté autour de la contribution au changement climatique. Et on a souhaité aussi l'angle de la concertation, on le souhaitait le travailler autour de la mise en récit de la transition écologique du territoire, avec toujours ce socialement soutenable. Pour conduire les changements. Enfin, c'est vraiment accompagner, partager, conduire les changements. Et sur cette question de mise en récit, c'est une notion qui en ce moment circule beaucoup. On s'est appuyé sur la définition de la fabrique des transitions
On a quelqu'un qui travaille sur le territoire, Julien Perdrija, qui était l'ancien directeur de cabinet de la commune de Los qui a vraiment travaillé très fortement sur cette mise en récit de cette ancienne ville minière avec un passé un peu difficile. Donc, comment aller sur cette transition? Donc, on va pas définir et aller beaucoup plus loin, mais en gros, les grands principes, c'est vraiment de pouvoir prendre appui sur l'héritage du passé, l'identité du territoire, vraiment partir du territoire, créer du collectif à partir d'une dynamique existante, mais sans gommer la pluralité des points de vue. C'est vraiment pouvoir se partager nos réalités et également sortir des récits dominants de consommation. Donc c'était l'angle choisi pour cette concertation. Et au niveau des questionnements un peu fil rouge qu'on avait posés dans le marché et qui nous a un peu accompagnés depuis le début, c'est quelle direction collective on décide de prendre. Donc, c'est vraiment le côté collectif. Quel levier pour agir et comment prendre en compte les besoins des plus vulnérables et agir pour réduire les inégalités. Maxime, je te laisse présenter votre méthodologie. Effectivement. Donc, à partir de là, on a posé, nous, en tant que prestataire, une méthodologie globale pour répondre à cette commande et en respectant les différents phasages prévus de la concertation. Déjà, effectivement, pour redire, nous, notre intérêt à accompagner la métropole, c'est aussi la première fois que noir sur blanc dans un cahier des charges, on voyait une collectivité se positionner sur cette question des inégalités euh, sur les enjeux climatiques. Où tout à l'heure, ce qu'a dit Camille, les plus aisés, les plus émetteurs sont davantage responsables et en même temps ont aussi plus les capacités d'évitement ou les capacités à se protéger de ces effets-là, là où les publics les plus précaires sont en fait ceux qui ont le moins de marge de manœuvre pour agir, parce que certains sont déjà contraints à la sobriété et en plus sont plus exposés aux effets des changements, que ce soit les canicules, les sécheresses, etc. Et puis cette notion de mise en récit qu'on voyait aussi beaucoup monter, et c'est important de préciser, mise en récit au sens de la fabrique des transitions, parce que l'association en fait a une définition très claire de ce que ça revêt. Et c'était un peu le sens de cette phase de cadrage pour nous. C'était la première étape préalable pour bien préciser ce qu'on allait devoir décliner derrière auprès des habitants. Et donc pour ça, on a mené des entretiens auprès des élus, des services, mais aussi de partenaires, parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est qu'il y a une concertation à destination des habitants, mais il y a en fait un processus global de construction du plan climat, avec des ateliers qui concernent les élus, de la mobilisation des services en interne, et puis d'autres démarches de dialogue animées par des partenaires de la collectivité, un travail spécifique qui est mené par l'Agence locale de l'énergie auprès des cadres de la métropole, une démarche de la direction de la culture sur une approche patrimoniale et aussi justement sur la question des récits. Donc il y a tout un ensemble lié et pour nous, en fait, ne pas refaire des choses qui se feront de toute façon par ailleurs, on avait besoin de cette vision d'ensemble pour préciser la commande et les intentions de la conservation auprès des habitants. Et du coup, à partir de cet entretien, on a dressé une forme de diagnostic pour préciser les sujets qu'on souhaitait mettre au débat. Et pour ça, on a animé un atelier avec les élus et les services pour croiser les regards. À partir de là, on a entamé une phase de concertation préparatoire avec des focus group, notamment auprès de plusieurs typologies de citoyens, et on y viendra sur la slide d'après, mais la commande était très précise sur ces différents publics, pour ensuite lancer un appel à candidature en ligne en vue de recruter le panel qui allait travailler dans la phase de concertation resserrée. Et
auprès des habitants qu'on a rencontrés dans le cadre des focus group, l'enjeu pour nous, il était de commencer à recueillir des perceptions sur le changement climatique, de euh, quelle maturité des habitants du territoire sur ces enjeux-là, quel passage à l'action, quel questionnement, difficultés, mais aussi levier auprès de publics dont le profil était déjà défini. Une fois le panel recruté, il y a cette phase de concertation resserrée. Donc, on a travaillé sous la forme de 3 ateliers. Au total, ça représentait 2,5 jours de travail. Il y a aussi eu des propositions annexes. Notamment, on a proposé aux panélistes qui le souhaitaient de participer à une fresque du climat s'ils en ressentaient le besoin. Et la collectivité organise auprès des acteurs de son territoire une conférence locale du climat annuelle qui rassemble entreprises, associations, institutions. Et là, les habitants du panel ont aussi pu y participer. Derrière cette concertation resserrée, pour nous, l'objectif, il était de questionner les attachements au territoire, justement parce que dans la mise en récit au sens de la fabrique des transitions, il y a une question de partir de ce qui fait sens pour les gens et en fait de pas avoir une injonction à participer sur les sujets climatiques, mais d'abord de partir de ce qui fait engagement pour les habitants et qui peut au départ ne pas avoir de lien avec les enjeux climat. Ce travail avec le panel, il a aussi permis d'identifier les bénéfices, les freins, les leviers au changement de comportement. Et enfin, le dernier atelier était entièrement dédié à la question des conditions d'acceptabilité sur des mesures plus fortes pour réduire les émissions du territoire et s'adapter aux conséquences du changement climatique. On aura à partir de septembre prochain une phase de concertation élargie, donc avec plutôt le grand public, et on vous en dira un mot en fin de présentation. Et derrière la consultation réglementaire, une fois que le projet de plan climat sera arrêté par la collectivité, qui n'est qu'une consultation en ligne. Du coup, pour peut-être présenter la commande sur les 4 publics qu'on souhaitait vraiment cibler, c'est à la fois des publics qu'on a peut-être moins souvent l'habitude d'avoir dans les concertations. Donc, on voulait qu'il y ait un effort particulier qui soit proposé et d'où ces focus group organisés par Scopic. On a essayé d'aller les chercher via des partenaires, des associations, des communes sur le territoire pour mobiliser ces personnes que l'on a plus de mal à mobiliser habituellement, et notamment dans le cadre d'un volontariat. Donc, les 4 publics, on était sur des personnes en situation de précarité, donc des personnes qui sont éloignées des institutions, avec des difficultés financières, qui sont du coup de fait plus vulnérables au dérèglement climatique, des logements souvent mal isolés, peu de... au niveau aussi, enfin voilà, santé, enfin il y avait beaucoup de choses qui font qu'ils sont plus vulnérables pour eux en fait demander de réduire encore plus les émissions territoriales qui peuvent devenir un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Et on voulait vraiment avoir du coup en face, en miroir, les personnes du coup plus aisées. Donc on les a appelées les CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, qui, du coup, en général, sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui, du coup, à contrario du premier public, disposent de leviers d'action plus importants pour réduire leur empreinte carbone individuelle. On a également eu un troisième public qu'on a appelé les carbones contraints. C'est des personnes dont l'activité professionnelle ou situation familiale, géographique sont un peu plus contraignantes pour réduire leur empreinte carbone. Notamment des gens qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours, qui ne sont pas dans une situation de précarité, mais qui ne peuvent pas non plus s'acheter une voiture électrique. Enfin, voilà. Donc là, on a choisi du coup un lien avec une commune qui était un petit peu éloignée du centre de Rennes et pour lesquels déjà les personnes, déjà la commune est assez grande et rien que pour leur petit déplacement pour aller faire leurs courses, ils prennent leur voiture, mais encore plus pour aller au travail. Ce que j'ai pas spécifié, c'est que du coup sur les CSP+, on a fait aussi appel à une commune dont
On sait que la population est parmi les plus aisées sur le territoire. On avait fait un lien aussi, enfin, du coup, avec le centre de Rennes, enfin, un quartier aussi où on a pas mal de personnes aisées. On avait essayé de faire un lien avec un golf aussi, mais il y a eu, voilà, on a eu plus de mal à les mobiliser. Et puis pour les personnes en situation de précarité, on avait fait appel à l'association rennaise des centres sociaux qui a mobilisé du coup des personnes. On avait aussi sollicité ATD Carmonde. Ils n'ont pas fait partie du focus group, mais ils ont en parallèle fait une contribution. Ils ont quand même travaillé sur là-dessus pour pouvoir contribuer à ce que disait Maxime, déjà pour avoir un petit peu de matière avant la concertation. Et le quatrième public, du coup, on était avec des jeunes un public jeune, 16 à 25 ans. On cherchait plutôt, pas forcément, enfin, on cherchait des jeunes qui entraient un peu aussi dans l'emploi. On était en lien là, avec Unicité qui, du coup, travaille avec, enfin, autour des services civiques. Donc, les jeunes, on voit qu'on a quand même toujours un petit peu de mal à les mobiliser dans les concertations. Donc, ça a permis aussi de les mobiliser là-dessus. Et un petit ajout sur le panel qu'on n'a pas dit, mais qui est assez important, c'est qu'on proposait une indemnisation à hauteur de l'indemnité pour les jurys d'assises, ce qui a aussi, au moment du recrutement qu'on va détailler un peu plus tard, permis peut-être à des gens de plus facilement se mobiliser. Et je te laisse du coup faire un petit retour sur les Oui. focus group. Sur la méthode aussi, ce qui est important de préciser, c'est que on travaille toujours dans un budget contraint. Sur ces questions-là, on a un enjeu à aller récolter des points de vue spécifiques et parfois auprès de personnes pour qui la participation c'est pas une évidence parce qu'on est pris par les urgences du quotidien. Et donc, plutôt que de lancer une invitation où nous, on impose un rythme, un lieu, etc. On a effectivement fait ce choix de passer par des structures relais et nous, de faire le déplacement auprès de ces structures pour animer nos ateliers. Et donc, on a quasiment systématiquement été sur site. Pour les carbones contraints, on s'est rendu dans la commune de la deuxième périphérie rennaise. Pour les personnes en situation de précarité, on s'est rendu dans une salle de l'association rennaise des centres sociaux. On a travaillé dans les locaux d'Unicité. Il n'y a qu'à l'exception des CSP+, parce qu'on a aussi travaillé avec le quartier du centre-ville de Rennes, où là, on a géré ça dans une salle de Rennes Métropole. En moyenne, on a eu entre 10 et 15 participants, excepté pour les CSP+, dont en fait on s'aperçoit que la mobilisation, elle est loin d'être évidente. Finalement, les personnes à haut revenu sont aussi assez invisibles. Et donc, on a eu une participation à 5-6 personnes. De manière croisée, nous, ce qu'on a retenu de ces entretiens, alors en fait, on appelle ça focus group, c'est un petit peu galvaudé, et c'est plutôt des entretiens semi-directifs collectifs, c'est-à-dire on avait une grille d'entretien qui nous ont permis de mener des échanges en groupe qu'on a régulés, nous, en tant qu'animateurs et animatrices. Et donc, de manière transversale, on a eu affaire à des personnes qui, globalement, étaient très sensibles sur ces enjeux-là avec quand même quelques petites nuances, c'est-à-dire que ce soit pour les personnes en situation de précarité, les jeunes ou bien les carbones contraints, une vision presque plus politique des enjeux climatiques. Pour les CSP+, une vision peut-être un peu plus individuelle du problème. En tout cas, sur la question de la justice sociale, l'enjeu est beaucoup plus perçu chez les trois premiers publics par rapport aux personnes avec des plus hauts revenus. Euh, En revanche, il y a vraiment un sentiment d'éco-anxiété qui est partagé par tous. La question de l'urgence du problème et de l'urgence à agir est revenue dans quasiment toutes les prises de parole. Euh, et puis, on avait des personnes sensibles qui
déjà mettaient des choses en place à l'échelle individuelle et qui donc avaient des attentes fortes envers les institutions, mais aussi les structures, leur structure d'emploi. Euh, et peut-être l'enseignement essentiel, c'est que même si les personnes agissent, elles ont des difficultés à se repérer sur ce qui a le plus d'effet en fait pour réduire ses émissions ou son empreinte carbone, et parfois avec des logiques de compensation morale, parce que justement les points de repère sont flous. C'est-à-dire que réduire ses déchets, améliorer son alimentation, réduire la consommation de viande, prendre un peu plus son vélo, ce sont des actions du quotidien qui nécessitent une organisation, des efforts, en tout cas au moins dans un premier temps avant que ça devienne des habitudes. Et surtout quand on a un peu moins de moyens financiers et de temps à y consacrer. Ce qui fait par exemple qu'on a eu des prises de parole, notamment chez les plus jeunes, qui disaient bah moi toute l'année j'essaye de faire bien et je peux le vivre un peu comme une forme de sacrifice. En plus pour le bénéfice de la collectivité et des autres. Donc quand j'ai un peu de temps et vu que j'ai pas beaucoup de moyens, bah ça me dérange pas trop de prendre l'avion, y compris pour un trajet court. Sauf que du point de vue scientifique, de ce que ça émet en carbone, bah, presque autant ne pas se sacrifier le reste de l'année, mais du coup éviter de prendre l'avion parce que ça finalement gâche les efforts faits à côté. Pour rentrer un peu plus en détail sur le panel citoyen, euh, alors il poursuivait trois objectifs. Le premier, il est primordial, c'est effectivement de monter en compétence, de pouvoir donner en fait des éléments qui seront des points de repère à l'ensemble des panélistes pour pouvoir échanger avec au moins un premier socle d'informations commun. Donc on a présenté les enjeux climatiques et écologiques de manière globale et puis après on est vraiment rentré sur un focus territorial puisque Rennes Métropole pour lancer la construction de son nouveau plan climat, doit partir d'un diagnostic de ce qu'a produit le précédent. Et donc, effectivement, Camille l'avait dit en introduction, mais on constate que les objectifs du précédent plan climat sont loin d'être atteints, avec en plus une petite difficulté, c'est que c'est une métropole qui continue d'attirer des habitants et qui va continuer d'en attirer jusqu'au moins 2050 dans les projections actuelles. Donc, on n'est pas si mal, c'est-à-dire que par rapport à ce que le territoire a absorbé en termes de nouvelles populations, il y a de réels efforts et de réels résultats, mais par rapport aux objectifs, on n'y est pas. Euh, Deuxième morceau de ce qu'on a travaillé avec le panel citoyen, c'était l'exploration des modes de vie, de partir de ce que les gens sont et ce que les gens font, parce que l'idée c'était aussi de dire que cette construction du nouveau plan climat, ce n'est pas un grand soir de l'écologie pour le territoire de Rennes Métropole, mais une continuité d'une action qui est menée en fait depuis le début des années 2010. Et on ne pouvait pas faire fi du fait que on avait un territoire mûr sur ces enjeux-là avant de lancer la démarche que nous on anime. Une phase préalable avait été menée avec un cabinet local pour sonder les habitants et le sondage montrait effectivement que sur l'échantillon auprès duquel ils avaient travaillé, on a quand même une population de la métropole qui est très au fait des enjeux. Donc, à partir de qui ils sont et de ce que font les gens, eh bien, on en est arrivé au troisième pan qui était justement d'identifier des conditions d'acceptabilité. Alors, on peut aussi parler de conditions de réussite, mais on voulait, alors, je veux dire, le contre-pied de la Convention nationale sur le climat, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, l'idée c'était de dire les services techniques, la métropole, elle agit depuis plus d'une décennie sur ces enjeux-là. Les constats scientifiques, ils existent depuis plusieurs décennies. Et
globalement, on sait quelles sont les directions à prendre et les mesures à mettre en œuvre. Donc, on ne va pas questionner le panel sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais plutôt sur comment est-ce qu'il faudrait le faire, avec quel point de vigilance pour justement définir la juste contribution de chacun et de chacune aux futurs efforts supplémentaires à fournir et pour répondre à des objectifs qui, en plus, vont être rehaussés. Ouais, je suis juste sur le panel citoyen. Donc, nous, on avait déjà expérimenté du tirage au sort sur certaines démarches où on trouve que du coup, ça permet de faire venir des gens qui ne seraient pas forcément venus. Là, ça n'a pas été le choix qui a été fait aussi parce que comme on ciblait des publics, la méthodologie des focus group et de ce recrutement nous a semblé pertinente. Mais à côté de ces focus group, on voulait quand même lancer un appel à candidature plus large. Donc, on l'a lancé sur le site de la Fabrique citoyenne, qui est notre plateforme numérique de participation au niveau de la ville et de la métropole de Rennes. On a eu du coup quand même plus de 200 candidatures sur une période assez courte, enfin un mois pour l'appel à candidature avec une communication en ville, enfin des affiches et numériques, mais qui a été assez rapide. Donc on est content, enfin voilà, d'avoir eu quand même pas mal de candidatures, ce qui nous a permis aussi de pouvoir sélectionner une diversité de profils. Donc, on a eu cet appel à candidature, mais du coup aussi des personnes des focus group qui ont candidaté. Et à partir de là, on avait établi des critères de sélection, donc qu'on a établi en amont, avant l'appel à candidature, pour pouvoir avoir un questionnaire aussi et de recueillir des données qui nous permettaient d'avoir ces divers profils. Donc, la diversité des genres, la situation géographique aussi sur la métropole, donc on a des secteurs dans la métropole qui sont pas forcément des secteurs dans lesquels les habitants se retrouvent, mais qui sont plutôt au niveau politique. Voilà, mais nous, ça nous permettait d'avoir quand même des personnes qui venaient un peu partout du territoire, une diversité aussi des catégories socio-professionnelles, des tranches d'âge. Et ensuite, on posait aussi des questions sur leur perception au niveau des enjeux climatiques, s'ils se sentaient plutôt sensibles ou non à ces questions. Et aussi sur la perception des contraintes financières. On n'a pas demandé les tranches de revenus, mais on leur a demandé en gros si ils réussissaient à subvenir difficilement à leurs besoins essentiels jusqu'à en gros se faire plaisir sans réfléchir en fait. Donc, on avait une échelle de 1 à 5 là-dessus et du coup je vais laisser Maxime montrer. Donc ça, nous, ça c'était, on avait voilà, fait un panel type et puis après il y a la réalité aussi des candidatures mais on est quand même plutôt satisfait, mais je te laisse présenter Ouais. la nature du panel. Et juste avant de passer à la présentation de la composition, sur les modalités de mobilisation, il y a effectivement eu la campagne d'affichage des relais numériques, mais on a eu des encarts dans la presse locale, et puis surtout, il y a eu un gros travail de fait de la part des services pour mobiliser les communes. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais Rennes Métropole, c'est 43 communes, donc c'est un territoire qui est assez vaste, qui en plus est construit sous la forme d'une archipel. Donc les connexions sont pas toujours évidentes. Donc typiquement le secteur nord, les communes en fait, elles sont presque plus proches de Saint-Malo que de Rennes. On a vraiment aussi fait ce travail de mobiliser les communes pour relayer l'information avec de l'appel téléphonique, des envois de kits pour que puis derrière eux-mêmes puissent en parler. Et ça a effectivement assez bien fonctionné. On a reçu 201 candidatures. L'objectif, c'était de recruter 50 personnes. Et comme le disait Camille, en fait, les critères, ils nous permettent, nous, en fait, d'assurer la diversité des points de vue. C'est-à-dire, on ne cherche pas à être strictement représentatif du territoire, mais justement à corriger des critères qui pourraient être en fait surreprésentés ou sous-représentés sur le territoire tel qu'il est sociologiquement composé.
Donc sur le genre, effectivement, on a eu un peu plus de femmes. On a décidé d'en retenir 26 quand on en recherchait 23. Les hommes, il y en a un petit peu moins. Et puis, on a eu des personnes non binaires ou des personnes qui n'ont pas justement souhaité renseigner leur genre. Parmi les tranches d'âge, on n'est pas trop mal en termes d'équilibre. On cherchait 16 représentants de la catégorie 16-29 ans, 16 ont été retenus. On a une légère surreprésentation sur la catégorie 30-44 ans. Euh, on est dans les quotas sur la catégorie 45-59 et une légère sous-représentation des plus âgés. Par rapport au secteur géographique, on est assez content des équilibres. Alors là, pour effectuer la pondération de nos critères, on a regardé le nombre d'habitants de chacun des secteurs. Et en fait, on ne pouvait pas passer à côté du fait que quand même la ville-centre Rennes est à la fois celle qui comprend le plus d'habitants, mais aussi du point de vue des responsabilités sur les émissions du territoire, reste la commune qui émet le plus. Donc, on a choisi d'avoir une propension assez forte de Rennais et de Rennaises dans le panel. Donc, on a retenu 20 personnes. Et puis après, sur les autres secteurs, ben, on n'est pas trop mal dans les représentations, excepté justement pour le secteur nord dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait, géographiquement, il est quand même très éloigné de la ville-centre. Et dans un souci de praticité, les trois ateliers qu'on a proposés étaient organisés sur Rennes. Du point de vue des catégories socio-professionnelles, ben, on n'est pas trop mal non plus. Enfin, de façon un peu habituelle, on a une sous-représentation de la catégorie agriculteur-agricultrice, mais on a tout de même eu une représentante de cette CSP. Même chose pour la catégorie ouvrière-ouvrier. On en recherchait 5, finalement, on n'en a eu qu'une. Mais on a pu rehausser la représentation chez le public artisan et chef d'entreprise et la catégorie employé. Euh, et enfin, donc il y a la question de la subvention aux besoins essentiels. Et donc là, on a souhaité donner la priorité aux personnes qui nous ont dit qu'il était difficile pour elles de subvenir à leurs besoins ou qui nous ont dit qu'il était très facile pour elles de subvenir à leurs besoins pour un peu minimiser au sein du panel la représentation d'un ventre mou, de gens pour qui bah, globalement ça va. Et donc, tous ces critères-là constituaient bah, nos critères de premier ressort, donc ceux qu'on cherchait à atteindre le plus strictement possible. Et puis, par contre, on a mis la question des sensibilités écologiques et de la mise en œuvre de gestes en critères de second ressort. Et là, ça s'avère un peu plus compliqué parce que, en fait, dans les 201 candidatures, par exemple, ben, il y a 15, il n'y en a qu'une seule qui estimait être peu sensible aux enjeux. Donc vous ne serez pas surpris, mais de fait, cette personne a été retenue au sein du panel. De la même manière, ben, sur les gestes écologiques, on a essayé de respecter les équilibres, mais on a aussi un échantillon de candidats et de candidates qui bah, agissait déjà énormément. En même temps, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, pas de surprise parce que le sondage qui a été effectué par le cabinet TMO juste avant le lancement de la concertation témoignait déjà de ça les focus group aussi. Donc on l'a dit tout à l'heure, ça reprend un peu ce que j'ai déjà exprimé sur les objectifs, mais donc on a travaillé en 3 ateliers, ça représente au total 2 jours et demi de travail. Donc on a commencé par une soirée au mois de mars, plutôt de présentation. On alternait en fait, on était à l'hôtel de Rennes Métropole, donc les temps de travail se faisaient à la fois en salle du conseil dans les à côté de cette salle du conseil. Ce rez-de-chaussée est extrêmement vaste pour gérer plutôt les parties contributives en format atelier. Ce premier temps, il a permis de poser le cadre de la démarche avec une intervention des élus. Et puis ici, on a plutôt travaillé les formes d'attachement au territoire. Donc, on a demandé aux panélistes d'identifier les lieux qui, pour eux, faisaient sens, qu'ils soient ou non en rapport avec les questions écologiques.
et d'identifier les faits marquants pour, pareil, ne pas arriver tout de suite avec justement une présentation des enjeux et du diagnostic territorial, mais de voir comment les panélistes se repèrent sur ces sujets-là. Et donc, on a travaillé avec eux l'identification de faits marquants aux échelles locales, nationales et internationales. Le deuxième atelier, il était plutôt justement dédié à la montée en compétences. On a commencé la matinée par un quiz pour présenter le diagnostic territorial. Et puis, on a ensuite passé la journée à commencer à décrypter les changements que chacun et chacune avait déjà mis en place, travailler les freins, les leviers, mais aussi les bénéfices de ce que les gens retirent au passage à l'action. Pour conclure sur demain, si on devait plutôt changer de norme sociale, bah, qu'est-ce que vous aimeriez proposer? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, continue de se faire, vous semble choquant au regard des enjeux climatiques et qui, demain, bah, ne devrait plus exister? Ou au contraire, qu'est-ce qui ne se fait pas aujourd'hui, qui devrait se faire et qui, demain, devrait être la norme pour tous? Et puis enfin, le dernier atelier, et c'était quelque part pour nous tous, équipe projet, le plus gros morceau, c'était de travailler ces conditions d'acceptabilité de mesures de rupture. Et donc, on est arrivé avec des propositions de la collectivité qu'on a travaillé avec le panel pour dire à quel point cette mesure-là, elle fait sens pour atteindre les objectifs. Euh, est-ce que ça représenterait un grand changement pour le territoire, pour nos modes de vie, et qui seraient les typologies de public particulièrement vulnérables si ces actions elles se mettaient en œuvre, et du coup, à quelles conditions elles deviendraient acceptables pour qu'on puisse tout de même les déployer. Et on a aussi eu un petit temps de projection où on a demandé aux panélistes de nous raconter Rennes Métropole à horizon 2035, mais sans être dans un récit complètement dithyrambique, c'est-à-dire on est parti du poste, enfin, on leur a proposé un cas fictif dans lequel la métropole est sur les bonnes trajectoires, mais avec toutes les difficultés que ça implique. Et donc, racontez-nous comment vous avez vécu ces changements majeurs, y compris quand ils ont pu être douloureux. Donc là, juste quelques petites photos pour faire une petite respiration en milieu de diaporama. Mais donc, effectivement, des temps, comme le disait Maxime, en salle du conseil, mais qui nous permettent, on l'avait aussi fait sur la Convention métropolitaine de la participation, de donner aussi la place aux habitants dans cette salle du conseil où sont prises les décisions. Symboliquement, c'est assez fort et les personnes sont généralement contentes d'aller s'asseoir à la place de tel ou tel élu. Donc avec effectivement des prises de parole à la fois du vice-président en charge du climat, mais aussi du service de la transition écologique et énergétique et du directeur général adjoint, donc ce qui permet aussi aux habitants de comprendre un petit peu la machine élus, agents, services, enfin voilà, de comment se fait un plan climat, du travail en groupe. Et puis, on voit les petites photos où les gens sont debout. C'est un débat mouvant que Maxime a animé de main de maître sur ces questions un peu. Enfin, voilà, les gens, après le repas, on a essayé aussi d'avoir des petits moments un peu conviviaux et qui permettaient quand même d'apporter. C'était assez fort en termes de témoignages. On leur a demandé à quel point ils se sentaient vulnérables et donc on voyait les différentes perceptions des personnes. Donc voilà, on a eu des petits moments aussi comme ça. Ce travail en 2 jours et demi était intense, mais on avait quand même vraiment le temps de discuter, de travailler en profondeur. Et effectivement, peut-être préciser que, en tout cas, nous, du point de vue prestation, hein, ce qu'on a essayé de faire dans la construction des ateliers, c'est d'alterner les moments en grand collectif, donc en salle plénière, les moments en travail de groupe, où là, on répartissait les 50 membres en plus petits groupes de discussion, et puis les temps individuels aussi. Et en fait, ça vraiment venait rythmer la journée, parce que les journées étaient très denses en termes de contenu. Mais ça permettait d'alterner les dynamiques et d'offrir aussi aux participants des moments de respiration, en fait. Donc ça me semble être important à souligner, parce que c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont un peu massifs. Euh,
On voulait quand même vous présenter ce qu'on en a retiré parce que le travail avec le panel, il a été clôturé. Le dernier atelier, il a eu lieu au mois de mai et il y a eu une restitution auprès des élus le 19 juin dernier. Sur les perceptions au changement climatique, je m'éterniserai pas, mais en gros, que ce soit dans les focus group ou dans le panel, la peur revient beaucoup donc sur la question de l'éco-anxiété et beaucoup sur les effets du changement climatique, donc la question de de l'érosion de la biodiversité, des sécheresses, les pénuries d'eau, mais aussi les enjeux plus géopolitiques des crises migratoires en cours et à venir. La montée de la conflictualité, quand l'épuisement des ressources qui commence déjà à se faire sentir va s'accélérer, et puis les hausses d'inégalités. Euh, la colère, et notamment sur la question du décalage entre le discours et les actes, la question de l'exemplarité de nos élus, de nos entreprises. Le fait qu'il y ait encore du climato-scepticisme et on y a été confronté dans le cadre du panel. Euh, Pareil sur la question de la hausse des inégalités, hein, en fait, les gens ils voient bien que entre ceux qui en ont les moyens et ceux qui les ont moins, on va pas vivre les années à venir de la même manière. Et puis, en fait, on s'est aperçu dans les échanges que l'écologie, le climat, on n'a pas forcément les mêmes perceptions en fonction de l'âge que l'on a et que ça peut être source de tension. Et c'est d'ailleurs, dans plusieurs prises de parole, ça a été identifié comme un sujet de dispute entre les plus jeunes et les plus âgés. Il y a aussi du découragement parce que les faits scientifiques sont posés depuis des décennies et les actions ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'on se fasse. Euh, on nous dit d'agir, mais en fait on fait aussi un peu comme avant, où on continue de faire comme c'est aujourd'hui, donc on ne sait plus trop quels sont nos repères et ce qu'il faut faire. Et puis en même temps, on voit le fait que ce sont des enjeux colossaux, et ça on l'a bien redit dans le cadre de la montée en compétences, en fait il n'y a que 25% de notre empreinte carbone qui relève de notre responsabilité propre. Le reste c'est de l'action collective, donc quelque part à quoi bon agir? Et puis enfin de la perplexité. Et alors ça, je l'ai déjà dit, mais effectivement, sur les points de repère, c'est compliqué. Dans beaucoup d'échanges, il y a le sujet de la voiture électrique qui est beaucoup revenu en nous disant, bah, aujourd'hui, on nous vend comme une solution de mobilité décarbonée. Mais en même temps, quand on se renseigne, on s'aperçoit que les batteries, le lithium, ils viennent de pays étrangers, géopolitiquement parfois instables, où le droit du travail n'est pas respecté. Il faut qu'on fasse venir ces matériaux jusque chez nous. Donc, en fait, sur la chaîne globale, les émissions, elles sont quand même importantes. Donc, je sais plus trop quoi faire, quoi. On fait la promotion de cette solution-là, mais est-ce que c'est vraiment une solution? Et si c'en est pas une, quand j'ai pas d'alternative, je fais quoi, quoi? On a mis en exergue une prise de parole issue du focus group jeune, hein, mais il y a quand même ce sentiment que agir, ça permet de se sentir mieux. Et donc, du coup, il y a une notion quand même un peu morale parfois dans l'action, de dire c'est pas parce que il se passe rien à côté que moi si j'ai conscience du problème, il faut quand même que j'y aille seul. Euh, Ça c'est issu du premier atelier donc sur l'attachement. On a vu ressortir différentes typologies d'endroits. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont relever des attachements sur des espaces naturels, sur différents lieux Je de la t'appelle, métropole. Jean-Pierre. Mais t'en fais pas, Euh, pas dans une heure. et la place de l'eau aussi est revenue de façon très forte. Et enfin, les lieux culturels.
Donc les champs libres, c'est l'espace culturel du centre-ville de Rennes, mais qui a aussi une dimension métropolitaine, qui accueille beaucoup de groupes scolaires, des manifestations à destination des étudiants et en fait au global de toutes les typologies de publics. C'est aussi un territoire pour lequel les habitants nous ont dit il est facile de s'engager. Il y a un milieu associatif qui est très riche sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est facile de s'intégrer dans un collectif pour mener des projets. Et puis, des choses plus populaires, mais tout aussi intéressantes. Le Stade Rennais est identifié comme un lieu incontournable de la métropole. Tout ça est aussi assez intéressant pour savoir qu'est-ce qui fait sens pour les gens, où est-ce qu'on peut communiquer en tant que collectivité pour les sensibiliser, ou bien où est-ce qu'on peut s'appuyer sur certains endroits pour proposer des choses. Sur la question du changement, donc ce qu'on disait, on les a questionnés sur à la fois les leviers, les freins, mais aussi les bénéfices. Alors, les freins reprennent beaucoup de choses de ce que j'ai dit précédemment sur ce que ça évoque pour eux, le changement climatique. Mais on a toujours cette question des points de repère, en fait, tous les sujets, ils sont imbriqués. Donc, si je commence à agir à cet endroit-là, est-ce que ça a des effets sur un autre point de ma vie? Et du coup, est-ce que c'est réellement efficace? Les controverses, je vous ai évoqué l'exemple de la mobilité électrique. L'inaction politique, c'est-à-dire c'est bien d'être sur un territoire qui est engagé, mais en fait les enjeux ils sont imbriqués aux différentes échelles et donc quand le national avance pas, à un moment on est limité aussi sur ce qu'on peut faire au niveau territorial. Le manque d'exemplarité, mais aussi le manque d'alternatives, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de bonnes volontés, mais en fait si on n'a pas les solutions d'à côté, et là c'est surtout sur les enjeux de mobilité, à part changer de travail, perdre mon emploi, je vois pas trop comment je peux m'y prendre, et donc la voiture, c'est un peu un passage obligé. Euh, sur les leviers, ce que nous ont dit les gens, c'est que s'informer, se sensibiliser, avoir quand même conscience des enjeux climatiques et écologiques, ça permet de savoir où est-ce qu'on a envie de mettre ses efforts, où est-ce qu'il faut agir. Ce qui a été intéressant, c'est dans les témoignages, j'ai eu beaucoup de personnes qui nous ont dit, en fait, autour de nous, soit on a eu des proches qui étaient déjà un peu engagés, donc ça nous a donné envie d'y aller, ou sans que nos proches s'engagent, en tout cas, il n'y a pas eu de jugement sur ce que nous on mettait en place. Alors, ça peut par exemple être végétarien. Quand dans l'entourage, ça pose pas de difficulté, ça permet de maintenir ce type de comportement dans le temps, voire de convaincre ceux qui sont autour de nous et qui aimeraient faire d'y aller. Euh, c'est directement en lien avec la question de l'éco-anxiété, mais il y a une réelle aussi préoccupation des panélistes sur comment les générations futures vont pouvoir continuer de vivre dans des conditions les plus agréables possibles. Et donc devenir parent, pour certains et certaines, ça a été un déclic du passage à l'acte. Euh, les personnes les plus aisées du panel ont tout de même noté qu'il y a aussi le privilège d'avoir les revenus ou le temps pour agir, parce que certaines solutions sont coûteuses, que ce soit la rénovation énergétique, l'installation de panneaux photovoltaïques, mais aussi les alternatives alimentaires. Euh, la question quand même des politiques publiques locales, là ça a été le petit moment Rennes Métropole, mais on a un panel qui a eu conscience que sa collectivité agit et propose des alternatives pour réduire ses émissions territoriales et l'empreinte carbone de ses habitants. Et donc avoir une collectivité engagée sur ces questions-là pour mettre en place des alternatives efficaces, c'est quand même un réel plus. Et puis il y a aussi les évolutions institutionnels ou du secteur privé, par exemple les primes à la mobilité douce, etc., qui peuvent être des coups de pouce. Euh,
l'expérimentation, c'est-à-dire beaucoup des gens nous ont dit, bah, en fait, quand on commence à s'intéresser aux enjeux climatiques, on voit bien que c'est ramifié sur l'énergie, le logement, l'alimentation, les mobilités, la gestion des déchets, et que si on commence à vouloir y aller sur tous les sujets en même temps, bah, en fait, on peut très vite être découragé, rencontrer des obstacles sur tous les sujets. Et que donc, il faut y aller petit à petit, un peu par effet de cliquet, pour éviter de revenir en arrière et aussi s'engager sans que ça coûte trop au départ. Et donc, assumer de tester des choses, de se tromper, d'échanger pour pouvoir aller plus loin. Et puis, la conscience qu'en fait, les changements climatiques, c'est plus un problème qui concerne d'autres pays ou d'autres continents. C'est vraiment à nos portes. Dans les échanges, l'été 2022 est beaucoup revenu avec des incendies sur le territoire de la métropole, des alertes sécheresses qui se sont éternisées dans l'année avec des vrais stress sur la gestion de l'eau. Et donc, l'urgence à agir. Et enfin, sur les bénéfices de l'action, alors au-delà de, je fais un geste écolo, ça permet de réduire ma contribution aux émissions de gaz à effet de serre. On voulait savoir ce qui gagnait sur d'autres pans de leur vie. Et donc, il nous expliquait que le lien social, ça fait partie des bénéfices de l'action, c'est-à-dire pour aller plus loin ou commencer, on peut aller auprès d'une association, auprès d'un proche, d'amis, et que même pour continuer à agir, ça fait du bien d'être dans un collectif. Il y a effectivement parfois la question du gain financier, et il y a certains gestes qui permettent de faire des économies. Tout ce qui est aussi amélioration de sa santé en diversifiant son alimentation ou bien en faisant du vélo. Ça a été noté par les panélistes. Et puis, la question du pouvoir d'agir, c'est-à-dire sans faire fi du fait que, par exemple, cuisiner pour diversifier son alimentation, c'est une organisation. Il faut changer de sa façon de faire ses courses. Il faut prendre le temps de cuisiner le soir, voire même il faut cuisiner pour plusieurs jours à l'avance, etc. Mais en même temps, l'exercice, il permet de se réapproprier ce qu'il y a dans son assiette. Donc, on comprend mieux d'où viennent les aliments, de quelle culture est-ce qu'ils sont issus, leur saisonnalité, etc. Mais ça vaut aussi, par exemple, sur la réparation des objets. Donc, les panélistes nous disaient, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on apprend des choses et puis on a le sentiment de reprendre prise sur le quotidien et donc ça nous permet de faire des choix en conscience. Et puis ça, c'est pour ceux qui sont allés qui agissent le plus, qui nous ont expliqué que, en fait, au bout du bout, une fois qu'on a pris ces habitudes-là, on finit par en éprouver du plaisir quand on se sent moins confronté à la publicité, qu'on a changé notre manière de consommer, et ben en fait on s'aperçoit qu'on a moins de stress, qu'on peut passer plus de temps avec nos amis, notre famille, voire même retrouver du temps personnel. Plusieurs témoignaient au début ça a été dur de me passer de ma voiture, mais maintenant que j'ai une ligne de bus ou de métro efficace, c'est des trajets sur lesquels je peux lire, écouter un podcast, m'évader un peu et donc ressentir de la joie. Et puis enfin, la question du rapport au temps, c'est-à-dire quelque part ne plus être dans les injonctions temporelles de je peux retrouver du temps pour moi euh, et donc retrouver aussi une forme de sérénité, moins être soumis au stress du quotidien. Juste pour rajouter une petite nuance sur les leviers de l'action, sur les moyens financiers, ce qui était très intéressant, c'est que là, tu as parlé des personnes aisées qui, du coup, parce qu'elles ont les moyens, peuvent changer, mais on avait à contrario aussi des personnes en situation de grande précarité qui nous disaient, moi, j'ai été contrainte de changer.
je mange plus de viande depuis longtemps parce que c'est trop cher. Et en fait, c'était un levier un peu contraint, mais en fait, elles y trouvaient quand même du bénéfice. Et de pouvoir faire se dialoguer et que ces personnes qui, en fait, peut-être n'auraient pas été si sensibles à ces questions climatiques, le sont un peu par contrainte, mais en fait, elles y trouvent du sens. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que ça permettait à un moment, on s'est dit, bah, en fait, on a effectivement un panel très sensible. Et en fait, le fait qu'il y ait des gens pour qui cette sensibilité, elle est un peu, enfin, et cet engagement, il est fait par choix et d'autres par contrainte, ça permettait quand même d'avoir une certaine diversité d'échanges et c'était vraiment très riche et intéressant. Ensuite, pour passer sur les conditions d'acceptabilité, en fait, là, on a effectivement travaillé là-dessus sur le dernier et uniquement quasiment là-dessus sur ce dernier atelier, cette dernière journée, puisque, comme je vous le disais en introduction, il va falloir aller plus loin dans les ambitions du plan climat pour pouvoir participer à la neutralité carbone en 2050. Et donc, ça veut dire de nouvelles mesures qui sont peut-être plus impactantes pour les personnes, pour réduire plus massivement les émissions de gaz à effet de serre. Mais la réflexion qu'on voulait avoir, c'était se dire, ben, en fait, quelles personnes aussi peuvent être peut-être plus touchées, quels sont les facteurs de vulnérabilité qui sont à prendre en compte pour justement rendre ces mesures un peu plus acceptables. Et donc, cet atelier, il se fait alors, il se faisait en amont, effectivement. On n'a pas le plan d'action qui est encore écrit, donc on n'avait pas de mesures vraiment définitives. L'idée, c'était de pouvoir les tester sur des mesures plutôt fictives de rupture. Et puis ensuite, ça permettrait aussi de voir un petit peu les conditions d'acceptabilité, comment est-ce qu'on peut réussir à dépasser et à passer cette marche en fait, qui peut être importante pour d'autres. Donc, on a travaillé sur 6 thématiques. L'alimentation, l'agriculture, les mobilités, les déplacements, l'habitat, le logement, la consommation, l'adaptation, qui est un des nouveaux axes un peu de ce plan climat, et le développement des énergies renouvelables. Et en fait, donc, ils travaillaient par groupe et il y avait donc chaque groupe étudiait 2 thèmes dans la journée et ils faisaient le choix de 2 actions. Donc, il y avait généralement 3 mesures fictives de rupture. Ils en choisissaient 2 et ils travaillaient dessus sur est-ce qu'une mesure, enfin, est-ce que ça implique un changement important pour le territoire et pour les personnes? Est-ce que c'est facilement compréhensible? Est-ce que en fait on comprend et pourquoi et qu'est-ce que ça va vraiment apporter sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, quels sont ses bénéfices, quels sont les freins, et du coup aussi cette typologie qui seraient les personnes les plus impactées, les plus contraintes dans la mise en œuvre de cette mesure, et ensuite quelles seraient du coup les conditions de réussite et d'acceptabilité, peut-être juste quelques exemples sur les mesures de rupture. Enfin, les mesures fictives qu'on a mis. Alors après, c'était pas des mesures. Enfin, c'est des mesures qui sont un peu dans les tuyaux quand même, qu'on imagine qu'elles seraient inscrites dans le plan climat. L'idée, c'était pas de se dire on enlève la voiture dans toute l'agglomération rennaise. Enfin voilà, c'était aussi d'essayer d'aller sur des choses qui pouvaient être faisables. Donc sur l'alimentation, on était notamment sur le côté comment est-ce qu'on limite à un repas par semaine la viande ou le poisson dans les cantines scolaires. Sur le logement, c'était réduire la taille et la partie privative la taille pardon, de la partie privative des logements au profit d'espaces partagés. Donc, on va vers plus de partage d'espace dans les constructions neuves. Sur l'immobilité, on était sur, par exemple, baisser de moitié le nombre de places de stationnement gratuites sur l'espace public. La consommation, on était davantage sur comment est-ce qu'on consomme autrement. On soutient des lieux de proximité, on fait société avec des équipements mutualisés, outils tech de réparation. Sur les énergies renouvelables, on proposait par exemple la mise en place d'une règle locale pour accélérer la sortie du gaz des logements et des bâtiments d'activité. Et enfin, sur l'adaptation au changement climatique, on avait facilité la réutilisation d'eau non traitée pour des usages non alimentaires ni sanitaires. Voilà, c'est quelques exemples, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce sur quoi ils ont pu travailler là-dessus. Et je te laisse du coup Ouais.
Ouais. Pour vous donner à voir, on a fait ressortir un exemple donc sur la thématique logement et habitat. En plus, c'est la mesure que tu as citée, mais donc on a travaillé la question de réduire la taille de la partie privative des logements au profit d'espaces partagés dans les constructions neuves. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que ce serait un changement majeur et qu'il n'y avait pas du tout d'unanimité, même parce qu'on était en troisième atelier, donc la montée en compétences, elle était là. Euh, on a vu qu'on frottait quand même à la question de la propriété privée et de l'intimité. Donc ça a été quand même perçu par l'ensemble des panélistes qui ont travaillé cette mesure comme un changement majeur, mais sans forcément se dire est-ce que c'est vers là qu'on veut tendre, quoi. Après, il y a quand même aussi des petites différences de perception parce que il y a une partie des personnes qui nous disaient, en fait, c'est déjà en cours. Il y a déjà des projets de construction neuve où on a plus d'espaces communs, etc. D'autres nous disaient, oui, mais en fait, ce qui change, c'est que si demain, ça devient la norme, les projets qui se font aujourd'hui, c'est des projets pour lesquels les gens sont souvent associés, ont envie d'aller dans des espaces de vie avec moins de parties privatives et plus de communs. Demain, ça veut dire que ça pourrait nous être imposé à tous et ça nous pose plein de questions. C'est quoi la gouvernance de ces espaces communs? Déjà, de quel type d'espace commun est-ce qu'on parle? Parce que la mesure telle que vous nous la proposez, elle nous dit pas à quoi va servir ces lieux. Et donc, quand même, réduire de la sphère personnelle, c'est un peu compliqué, quoi. Par contre, il y a eu une aspiration des panélistes sur la question du collectif, quoi. Et ils ont tout de suite perçu la plus-value de oui, c'est vrai, être davantage en relation les uns avec les autres pour s'entraider, partager, ce serait quand même pas trop mal. Typiquement, si demain ils devaient défendre cette mesure-là auprès de leurs proches, ce serait l'argumentaire qu'ils mettraient en avant. Concernant les publics vulnérables, donc les panélistes qui ont travaillé cette mesure ont mis en avant la question des personnes en situation de handicap, mais entre autres les personnes dites neuroatypiques qui ont un peu des difficultés de sociabilité. Si demain le collectif, le plus de collectifs devient la norme pour tous, il y a quand même des personnes qui sont mal à l'aise sur la relation les uns auprès des autres. Donc, comment ça va se passer pour eux? Et après, ils ont appelé ce public-là les individualistes, entre guillemets. Mais l'idée, c'était de dire, pour tous les gens qui ont vécu jusqu'ici en maison individuelle ou en appartement qui leur est propre, demain, il y aura peut-être une réticence à vivre en collectif. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider à faire le switch? Euh, les familles avec enfants, parce que, mine de rien, pour celles et ceux qui ont des enfants en bas âge, on a parfois, en tant que parents, besoin d'avoir des espaces de respiration. Pour ça, c'est quand même pas mal d'avoir des espaces de repli. On peut se retrouver soi-même. Donc, si demain on n'a plus ça, il va falloir apprendre à le gérer. Et puis enfin, tous les professionnels du logement, hein, que ce soit les constructeurs, les aménageurs, mais derrière toutes les filières de l'immobilier, en fait, ils vont devoir changer leur façon de faire, que ce soit dans la construction, mais aussi dans la vente. C'est-à-dire demain, ils vont être des acteurs pour faire la promotion de modes de vie plus collectifs. Ce sera pas du tout la même chose en termes d'arguments. Et du coup, pour finir, donc on a fait, après ce travail de 2 jours et demi, on a rendu compte un petit peu aux élus. Donc,
ce soir-là, on avait le vice-président à l'énergie et au climat et un autre élu. On avait invité les membres du COPIL, mais c'était sans doute une date, le mois de juin, assez contrainte pour la plupart des élus. On l'avait décidé avec le vice-président. Ce qui était important, c'était aussi que le panel puisse s'exprimer et puisse dire un petit peu ce qui les avait marqués sur ces 2 jours et demi, ce qu'ils pouvaient attendre aussi de la métropole et pour les suites. Donc on avait 4 porte-paroles du panel qui ont fait à la fois une prise de parole assez personnelle et aussi collective, mais du coup, c'était pas non plus un travail qui avait été fait. Il n'y avait pas eu à la fin de ce travail du panel un avis vraiment collectif. Donc, c'était important de dire que ces prises de parole, elles étaient à la fois de ce que eux avaient vécu, avaient entendu. Elles ne représentaient pas forcément tout ce qui avait été dit dans le panel, mais du coup, ça rendait aussi la restitution très humaine et très forte en fait dans les témoignages. Sur ce qu'ont retenu, en gros, ces participants, c'était cette notion de justice sociale qui était très forte et qui a été vraiment travaillée du début à la fin sur le travail du panel. La question de la sobriété, qui est, enfin voilà, ce côté à la fois choisi ou contrainte et de faire se dialoguer ces personnes. Le contexte sociétal actuel. C'est arrivé, enfin voilà, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée avait été faite et je pense que ça inquiétait aussi beaucoup ces personnes de se dire, mais enfin, en fait, là, on travaille sur le climat, mais en fait, on n'est pas du tout sûr que ce soit une priorité dans les prochaines années au niveau national. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi collectivement? Et puis ce côté aussi sur vraiment le travail du panel, la nécessité d'aller vers des solutions collectives et de pas seulement être sur ce côté individuel. En fait, c'était souvent des participants qui ont été très contents d'être dans ce panel parce qu'en fait, ils trouvaient des gens qui étaient dans la même démarche qu'eux de changement, mais aussi de questionnement. Et en fait, ça les a aussi pas mal rassurés de voir qu'ils n'étaient pas seuls, mais de se dire, bah voilà, maintenant, moi j'ai fait un peu cette démarche de changement individuel. Comment est-ce que maintenant collectivement on réussit à rendre ces changements un peu plus, à aller un peu plus loin. Au niveau des points d'interpellation de la métropole, ils ont insisté sur le fait d'intégrer les acteurs économiques aussi à cette révision du plan climat. Il y a ce côté triangle de l'inaction avec les grands acteurs, à la fois les habitants, les acteurs économiques, les élus. Là, eux, ils ont été en lien avec les élus, mais voilà, il leur manquait un petit peu ce côté acteur économique. Donc, il y a un travail qui est fait en parallèle, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu ce travail de rencontre. On l'imagine pour le second temps de la concertation élargie. Euh, L'importance de donner du sens aux mesures qui sont prises, de pas se dire que c'est juste, enfin voilà, sortir de ce côté un peu écologie punitive, on le fait et on ne sait pas trop pourquoi, vraiment dire pourquoi on le fait, quels bénéfices ça peut avoir à la fois aussi sur la santé, sur le bien-être, rendre plus équitables les mesures d'aide proposées. Donc peut-être cibler un peu davantage les personnes qui en ont plus besoin, notamment par exemple sur la rénovation énergétique. Donner la possibilité d'agir aussi via un droit à la citoyenneté. On avait vraiment ce côté, comment est-ce qu'on peut aussi valoriser au travail, enfin le fait de mettre en œuvre des actions, c'est aussi être citoyen et comment on peut me donner le temps de le faire. Ce gros questionnement de comment est-ce que d'un côté on concilie ce côté c'est urgent, il faut changer maintenant et en même temps comment pour embarquer tout le monde ça prend du temps. Donc il y avait vraiment ce côté comment on arrive à rester là-dessus et puis voilà ce côté de comment on donne le temps au changement, comment est-ce que on travaille sur cette question du temps parce qu'effectivement faire la cuisine, prendre les transports en commun parfois ça peut être contraignant en termes de temps mais ça a un vrai bénéfice sur le climat. Et sur leurs attentes pour la suite, ils avaient assez et presque unanimement envie de poursuivre cette aventure citoyenne, de se revoir, de continuer à travailler ensemble. D'élargir aussi le cercle à des personnes qui seraient plus éloignées, voire vraiment sceptiques sur le plan climat, parce qu'ils ont trouvé ça très intéressant de pouvoir discuter avec des gens qui étaient à peu près sur le même niveau de changement, mais en même temps, je crois qu'ils avaient aussi, enfin, ça les dérangeait un peu. Ils auraient aimé qu'il y ait des gens qui soient un peu moins avancés et pour mieux aussi comprendre les leviers au changement.
On a travaillé beaucoup sur l'atténuation au changement climatique, donc la baisse des émissions à effet de serre, mais il voulait qu'on puisse travailler davantage sur l'adaptation au changement climatique. Comment est-ce que, dans un contexte d'un monde voilà, qui évolue, comment est-ce qu'on s'adapte? Embarquer la sphère économique, comme on le disait. Et puis, il y avait ce côté, ils attendent des élus locaux de pouvoir continuer à avoir un niveau d'ambition élevé, même si on est dans un même si à l'échelle nationale, peut-être que le niveau d'ambition, il va baisser, et de se dire comment est-ce que, en fait, Rennes Métropole continue quand même à avancer coûte que coûte au niveau local. Et puis, forcément, hein, toujours dans chaque, je pense, démarche de concertation, le souhait de voir leur travail valorisé au sein du futur plan climat. Et juste pour conclure, pour donner de la perspective sur ce qui va se passer à partir de l'automne prochain, donc la phase de concertation élargie, elle va s'étendre sur un tout petit peu plus d'un mois, entre le 16 septembre et le 20 octobre. Il va y avoir une assez vaste campagne de communication par différents biais pour inviter les personnes à contribuer. D'abord individuellement en ligne, et là on répond plutôt à une obligation réglementaire sur la phase de conservation préalable, c'est-à-dire que la concertation doit servir à se prononcer sur la trajectoire du plan climat et de premières pistes d'action. Et donc pour ça, on est en train de concevoir un questionnaire qui va permettre de donner à voir justement cette trajectoire et ces actions et de dialoguer numériquement sur ces sujets-là. On souhaite aussi poursuivre de manière élargie et donc un peu moins approfondie, mais ce travail sur les conditions d'acceptabilité. Et donc, on va déployer des stands sur l'espace public sur la durée de cette concertation pour organiser des micro-échanges des micros-entretiens avec les habitants et les habitantes sur des espaces qui produisent beaucoup de flux, espaces publics, mais aussi zones commerciales, etc. Et donc d'arriver avec sans doute plusieurs de ces mesures de rupture et de questionner les passants et les passantes sur ce que ça évoque pour eux, est-ce qu'ils seraient prêts, pas prêts, etc. Et puis, on aura trois ateliers de coopération croisant les regards d'élus, de membres de la société civile organisée, donc autres institutions, entreprises, associations et des habitants pour justement, à partir de sujets un peu conflictuels, voir quelles sont les postures des uns et des autres et comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver pour aller plus loin, sans dire à ce stade que ce sera tout à fait ça. L'exemple qui est pris, c'est notamment la piétonisation des centres-bourgs, y compris dans les communes les plus éloignées de la métropole, et donc de mettre autour de la table des représentants des associations commerçantes, des usagers du centre-ville, des élus locaux, pour voir quelles sont les aspirations des uns et des autres, et les contraintes et comment est-ce qu'on pourrait les dépasser. On en a conclu pour cette présentation, somme toute, longue. Mais nous avions beaucoup de matière. On a prévu un tour de questions libre. Alors, on imagine bien que peut-être sur ce qu'on vous a présenté, il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on soit plus précis ou qu'on y revienne. Et puis, dans un second temps, on voulait un peu vous sonder, vous, en tant que praticien de la concertation, quand vous avez travaillé sur ces enjeux climatiques, est-ce que vous avez senti des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous butez? Et à l'inverse, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou expérimenté des pistes qui permettraient de faire de la participation un levier d'accélération des transitions? Je vais arrêter mon partage d'écran. Et la parole est à vous. Et peut-être lever la main avec l'outil qui permet de le faire. Ne soyez pas timide, on vous a peut-être un petit peu, j'espère qu'on ne vous a pas assommé avec tout ça.
Oui, Nathalie. Oui, oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation extrêmement riche, à plus d'un titre. Moi, je me questionnais sur le lien que vous avez fait entre ces lieux d'attachement là et puis les pratiques de changement. C'est pas évident, je trouve, entre les deux là. Donc, ce que ça a pu servir, quoi, au-delà du fait de partir des personnes, hein, peut-être, mais ce lien-là et l'apport, du coup, pour le cheminement, c'est une question que je me suis posée. Et puis aussi cette question de la juste contribution, les débats qu'il y a pu y avoir autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci d'avance. Sur les lieux d'attachement, on n'est pas encore rentré dans l'analyse. Pour l'instant, on n'a que la donnée. L'idée derrière, c'est de réussir à tirer le fil. Et là, il y aura sans doute un enjeu à embarquer la direction de la communication du côté de Rennes Métropole, mais aussi les communes du territoire pour voir comment justement cette donnée-là, elle peut être utile à euh, déployer soit de la communication à cet endroit-là ou comment est-ce que ça leur donne des éléments pour changer de manière de communiquer auprès des habitants. Peut-être Camille, tu voudras me compléter sur cet aspect-là. Peut-être aussi comment on les valorise, ces lieux. Enfin, on voyait quand même, il y avait beaucoup d'espaces verts naturels où on était sur le côté un peu îlot de fraîcheur. Et du coup, comment est-ce que, notamment sur le volet adaptation, on met en avant aussi cette richesse qu'on a sur le territoire pour y aller. Et après, sur tout ce qui peut être effectivement lieu culturel, ça peut nous servir un petit peu de nous dire, ben, c'est des lieux d'attachement. Donc, effectivement, on essaye sur cet aspect communication, de peut-être axer davantage la communication sur ces questions de transition, de changement de comportement. On a une démarche en parallèle au sein de la métropole sur les changements de comportement où on va essayer de massifier des changements de comportement assez simples au départ. Donc, c'est d'essayer de toucher un grand nombre de personnes. Donc, c'est vrai que cette donnée-là peut nous servir aussi à se dire que ce sont des lieux où les gens ils se retrouvent, ils aiment aller. Et c'est peut-être aussi approfondir la communication au niveau de ces lieux-là, ouais. Mm. Et puis, euh, c'est presque évident, hein, mais de faire ressortir par exemple le Stade Rennais, qui est quand même pas le meilleur exemple sur les questions d'écologie. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut qu'on puisse travailler sur ces endroits qui accueillent des événements populaires, beaucoup de monde, pour voir comment demain ça peut être aussi un espace plus vertueux sur ces enjeux-là, quoi. Et c'est intéressant parce qu'en plus, l'agence d'urbanisme de Rennes a aussi fait tout un travail prospectif à 2050 pour décrire justement comment la métropole s'est adaptée au changement climatique par le prisme de personnages qui évoluent en 2050 sur le territoire. Et beaucoup de choses gravitent autour du stade d'Hermanès. Donc, c'est un peu un lieu totem qui pourrait prendre plus de sens sur les questions de transition demain, je pense. Et puis, la deuxième question, je l'ai perdue. Sur la juste contribution. Ouais, s'il y a eu du Ouais. débat là-dessus, et puisque le fait de faire rentrer dans la boucle justement des profils variés, notamment les SP+, justement, et les dits précaires, bon, comment ça a été un peu reçu cette histoire? Et est-ce qu'il y a des idées qui ont émergé, des controverses, je ne sais pas. Effectivement, ça frotte. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un enseignement? Mais ce qu'a dit Camille, en tout cas, était intéressant. C'est que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà tout un pan de la population qui n'agit pas par conviction écologique, mais parce qu'en fait, au début, elles ont pas le choix financièrement d'être sobres et un peu sur tous les aspects de la vie. Et c'est vrai que
À un moment, nous, dans la restitution, on est obligé de monter en généralité, mais là, on va plutôt, je pense, parler, nous, de nos vécus d'animation aux tables. C'était quand même, en tout cas sur le dernier atelier, loin d'être consensuel. On a créé les conditions du débat et donc on n'en est pas venu à s'écharper parce que ça peut être justement des sujets dans des repas de famille qui peuvent être compliqués. Mais on voyait bien que, en fait, euh, dès qu'on est gratté sur les questions de normes sociales, bah, ça pouvait rapidement braquer, quoi. Et après, bah, je pense que il y a quand même ce questionnement qui est un peu resté en suspens hein, finalement à la fin du travail de bah, les plus riches, vraiment plus riches, comment on fait pour les avoir enfin, on a eu tout un pan de travail sur, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui qui nous semble choquant, qui demain ne devrait plus exister. Bah, on est vraiment sur la question de l'avion, donc taxer le kérosène, supprimer tous les trajets qui peuvent être faits en train à l'échelle française, si ce n'est européenne. Tout le symbole de la taille des voitures. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, ben, en fait, que ce soit de la mobilité électrique, hybride ou enfin, diesel essence un peu moins polluant, si ça prend la forme d'un SUV, on n'en veut plus, quoi. Et après, je pense que là, bah, comme on a un panel sensible à ces enjeux, il y a un peu une petite forme d'entre-soi, donc on voit bien que le travail il n'est pas terminé et que par contre ça questionne la collectivité sur jusqu'à quel point ils prennent parti ou pas sur ces sujets. Et juste pour compléter peut-être, enfin, c'était quand même très respectueux. Enfin, le panel, enfin, c'était très intéressant pour ça. Ça a mixé des profils différents, mais il y avait une réelle écoute et un respect aussi de sa capacité à. Voilà, il y avait des gens qui disaient, moi, je suis incapable de faire du covoiturage parce que ça touche trop à ma liberté. Et voilà. Bon, bah, les gens qui écoutaient, bon, ils essayaient de donner des exemples, de dire bah, ça peut aussi avoir un apport, t'es pas obligé de le faire tous les jours, mais une fois par voilà. Mais ça restait quand même très respectueux de l'état d'avancement un petit peu. Et puis, effectivement, la juste contribution, et notamment toucher à des privilèges, c'est quand même aussi toucher à la liberté de chacun. Et ça, dans ce dernier atelier, c'est vraiment ressorti. Comment est-ce que, en fait, on peut toucher là-dessus. Mais ce qui était intéressant, c'est que chacun pouvait vraiment parler. Donc, effectivement, c'est qu'une partie du chemin. Mais il y a eu cet espace de dialogue et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver euh, comment est-ce qu'on peut changer? Mais par exemple, il y avait une action où c'était interdire les piscines individuelles. Et là, en fait, les gens, moi j'ai animé un groupe là-dessus où d'un coup, ils se disaient, mais en fait, ça touche que les plus riches et qu'une toute petite partie de la population. Donc, en fait, à un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut les interdire. Et puis voilà, et tant pis. Et puis bon, on essaye de faire un petit peu d'information et de dire pourquoi. Et puis mais en fait, quand ça touche vraiment qu'une petite minorité, à un moment, il faut aussi prendre des mesures un peu plus strictes. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux autres questions? On a commencé à 5, on peut peut-être aller jusqu'à 35. Je ne sais pas comment ça se passe. On a eu une demande pour savoir si on pouvait transmettre le document. C'est au niveau de Décider Ensemble, vous mettrez en ligne tous les supports de présentation. Ouais. Moi, j'avais une question sur, sinon, Mm. du coup, vous avez eu du mal à avoir des personnes plutôt de catégorie socio-professionnelle plus élevée dans les panels. Et est-ce que vous avez des pistes pour mieux les intégrer éventuellement ou potentiellement lors de la concertation élargie?
Parce que du coup, souvent on dit aller faire du aller vers les populations les plus éloignées, ce que vous avez fait et ce qui a marché. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça aussi Euh, pour ceux qu'on ouais. n'arrive pas à toucher et où on se dit qu'ils ont peut-être plus de levier d'action? On a une démarche en fait en parallèle qui s'appelle Sortir du cadre, qui est portée par l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et qui, du coup, là, a vraiment fait le pari de travailler avec des cadres supérieurs et chefs d'entreprise. Donc, un panel de 12 personnes, vraiment de catégories plus aisées. Et en fait, ça a été un gros, gros travail pour recruter ces 12 personnes. On s'était mis comme objectif une quinzaine. Et on a fait vraiment beaucoup marcher les réseaux. Alors après, c'est un travail un petit peu au long cours avec, il y avait un entretien d'1 heure avec chaque personne. Ensuite, il y avait un after work, 3 ateliers de 3 heures, plus un dernier after work. Donc c'était assez long, mais c'était sur une période de 6 mois. Mais on voit quand même que pour recruter ces personnes, c'est quand même assez difficile en termes d'horaire. Il faut leur donner alors, c'est pas une carotte, hein, mais il y avait le côté, nous, on a vraiment insisté sur, on vous met en réseau aussi, vous allez pouvoir discuter avec des pairs, vous avez de l'influence, vous êtes des personnes d'influence du fait de votre position sociale et votre position dans l'entreprise et vous pouvez vraiment influer sur les choix de votre entreprise. Donc, en fait, on a travaillé vraiment plus sur ces leviers-là. Et ça fait c'est un travail vraiment très riche avec il y avait un atelier plutôt de sensibilisation pour chacun, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous au même niveau. On avait des empreintes carbone qui explosaient. Moi, j'avais jamais, je pense, rencontré des personnes avec des empreintes carbone comme celle-ci. Et en même temps, d'autres qui étaient quand même bien avancées. Et ensuite, il y avait un travail sur de la prospective. Et ils ont vraiment joué le jeu, mais on voit que là, il faut chouchouter en fait chaque personne. Enfin, c'était de la relance, voilà. Donc, on a quand même ça qui est une démarche en parallèle, qui est pas intégrée au plan climat, mais on voit que ça peut, et on se dit que peut-être ces personnes-là peuvent être ambassadrices aussi de ce qui va être fait sur le territoire. Et on peut peut-être imaginer aussi leur demander de relayer sur la concertation élargie. Et après, on est quand même sur peut-être voilà, ce public, on le cible aussi via le public acteur entreprise, quoi. Aussi, qu'on va avoir sur la concertation élargie. Moi, je veux bien reprendre la Oui. parole. Non, je me posais la question par rapport aux prochaines étapes et perspectives, notamment aux ateliers de coopération que vous proposez. Est-ce qu'il y aura une place pour ce panel, je dirais, citoyen? C'est prévu? Oui, pour l'instant, c'est une idée, parce qu'on aura, du coup, je disais, toujours une proportion habitante au sein de ces ateliers-là. Donc, il est possible qu'ils fassent partie de ces habitants-là. Il est aussi possible que dans l'introduction à ces ateliers, ils puissent venir témoigner de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils attendraient de ces ateliers de coopération. Et puis, en fait, on voit bien aussi que cette démarche est ambitieuse, très intéressante. En même temps, il n'y a pas non plus de très grandes surprises en termes d'enseignement dans tout ce que je vous ai présenté, et qu'on en revient toujours à la fin à buter sur comment on en dépasse les normes sociales avec lesquelles on compose aujourd'hui, et comment on embarque le plus grand nombre. Et donc, il y a vraiment des choses à inventer de ce côté-là. Et donc, moi, je trouve que ce serait bien que dans les temps aussi d'aller vers sur l'espace public, on puisse avoir de temps à autre des membres du panel qui soient présents, voire même peut-être qui portent une forme d'animation sur l'espace public. Mais parce que pour l'anecdote, on avait une maman en situation de famille monoparentale, issue en plus des quartiers prioritaires de la ville de Rennes, qui faisait partie des porte-paroles du panel pour la restitution avec les élus.
Et donc, on a organisé avec ces 4 représentants un temps de préparation, de voir qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, comment on peut travailler les formulations pour que vous soyez le plus à l'aise possible le jour J. Et cette personne nous dit, bah en fait, j'ai un rendez-vous professionnel là qui vient de se caler sur le temps que vous proposez, mais peut-être que si la collectivité me donnait un mot, je pourrais dire à mon employeur que bah, j'ai plus important à faire, quoi. Ça, j'ai trouvé cette remarque hyper intéressante en me disant demain, est-ce qu'il y a des nouvelles formes de contractualisation, entre guillemets, qui permettraient justement à chacun et chacune de s'impliquer sur des démarches d'intérêt général et ça pourrait être reconnu auprès des Voilà. structures d'employeurs. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va peut-être vous libérer. En tout cas, un très grand merci à vous pour ce partage d'expérience très très riche. Je pense que ça a quand même pas mal plu. On avait une trentaine de participants, une petite trentaine de participants, ce qui est quand même bien. Et du coup, c'est très chouette. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, participants, d'être venus écouter cet échange. Et puis, il y a d'autres ateliers en numérique cet après-midi pour terminer les rencontres. Donc, si vous avez encore un petit peu envie de webinaire ou d'atelier en ligne, ça démarre à 14h30. Et Merci puis, beaucoup à vous. merci. Ouais. Si jamais vous souhaitez nous poser des questions plus spécifiques, Camille et moi avons des profils sur LinkedIn. Et puis, la démarche est en ligne sur le site La Fabrique Citoyenne avec les comptes rendus et bientôt les bilans synthétiques de la démarche si vous souhaitiez approfondir ou continuer de suivre. Très Merci à bien. toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.